Bonsoir, ce soir, nous allons découvrir pourquoi il était terrible d'être samouraï. Imaginez un instant, alors que vous regardez des films où les samouraïs apparaissent comme des guerriers nobles et honorables, glissant élégamment avec leur katana étincelant, la réalité historique du Japon féodal raconte une toute autre histoire. La vie d'un samouraï n'était pas seulement faite de duels épiques au coucher du soleil, c'était une existence marquée par une souffrance constante, des rituels brutaux et une pression psychologique qui menait beaucoup à la folie. Ce soir, je vais vous révéler des détails précis sur ce que signifiait réellement vivre sous le code du Bushido, depuis le réveil dans des habitations glaciales jusqu'aux méthodes d'entraînement qui provoquaient des blessures permanentes. Si vous pensez connaître la vérité sur les samouraïs, préparez-vous à découvrir des faits qui n'ont jamais figuré dans aucun film. Laissez un like si vous souhaitez plus de contenu historique de ce genre et dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Construisons ensemble notre communauté de passionnés de la véritable histoire. Baissez les lumières, allumez le ventilateur et préparez-vous pour un voyage au Japon médiéval qui vous fera remercier de vivre au XXIe siècle. Car la vérité sur la vie de samouraï va bien au-delà de toute fiction que vous avez pu voir. Considérez ceci, il était 4 heures du matin, en plein hiver japonais du XVe siècle. À cet instant, on pouvait sentir le froid coupant pénétrer à travers les minces parois de bois et de papier de la résidence d'un samouraï. Le premier son qui frappait les oreilles n'était pas le chant romantique d'un coq, mais le grincement douloureux des os lorsque l'on tentait de bouger après une nuit passée sur des tatamis durs sans aucun chauffage. On se réveillait, le corps endolori, les muscles contractés par un froid intense. Les mains engourdies peinaient à saisir les objets les plus simples. L'haleine formait de denses nuages de vapeur dans l'air glacial, tandis que les pieds, nus, touchaient un sol de bois qui semblait fait de glace solide. Il n'y avait pas de bain chaud qui attendait, pas de petit déjeuner fumant. Seulement la réalité brute d'une nouvelle journée d'entraînement impitoyable qui commençait avant même que le soleil ne se lève. Les habitations samouraïs ne possédaient aucun véritable isolement thermique. En hiver, la température intérieure pouvait aisément descendre à 2 ou 3 degrés Celsius. Quiconque vivait dans de telles conditions développait rapidement des problèmes respiratoires, des douleurs articulaires chroniques et une fatigue constante qui ne disparaissait jamais complètement. L'espérance de vie moyenne d'un samouraï était considérablement inférieure à celle d'un simple marchand, non seulement à cause des combats, mais aussi en raison des conditions de vie rudimentaires. À cela s'ajoutait le rituel matinal, s'agenouiller en position seiza pendant près d'1 heure, méditant sur la mort et récitant des mantras sur l'honneur et le sacrifice. Imaginez rester dans cette position alors que votre corps est déjà engourdi par le froid. Les jambes perdaient toute circulation sanguine, provoquant des douleurs lancinantes qui persistaient toute la journée. Les documents d'époque rapportent que nombre de samouraïs développaient des troubles permanents de la circulation et des déformations des pieds à cause de cette pratique quotidienne. Alors qu'aujourd'hui nous nous réveillons avec du chauffage, des matelas orthopédiques et la possibilité d'une douche chaude, ces guerriers commençaient chaque matin par une lutte contre leur propre environnement. La vérité, c'est que l'entraînement d'un samouraï n'avait rien à voir avec les chorégraphies élégantes que l'on voit dans les films. À 5 heures du matin, dans une obscurité totale, l'individu était contraint de commencer des exercices qui, aujourd'hui, seraient considérés comme une torture systématique. Le premier rituel était le coupe des 1000 feuilles, un exercice consistant à effectuer 1000 coups consécutifs avec un katana en bois pesant 3 kg sans aucune pause. Après seulement 200 coups, les mains commençaient à saigner à cause des ampoules qui se formaient et éclataient sans cesse. Le sang se mêlait à la sueur, créant une surface glissante sur la poignée, rendant chaque mouvement encore plus douloureux. Les muscles des bras entraient en spasmes incontrôlables, mais s'arrêter signifiait recommencer depuis le début et subir des punitions supplémentaires, comme rester agenouillé pendant des heures sur des grains de riz crus. Parallèlement, l'entraînement incluait des combats au corps à corps où les fractures étaient considérées comme de simples expériences d'apprentissage. Les archives médicales de l'époque montrent que 90% des samouraïs développaient des lésions permanentes
à la colonne vertébrale avant l'âge de 25 ans. Les articulations des poignets subissaient des microfractures constantes dues aux impacts répétés des lames, entraînant une arthrite précoce et des douleurs chroniques pour le reste de la vie. Il y avait aussi le rituel du test de résistance au froid. Les guerriers devaient rester immergés dans des ruisseaux glacés pendant jusqu'à 2 heures, méditant sur des textes bouddhistes, tandis que leur température corporelle chutait dangereusement. Beaucoup développaient une hypothermie chronique, provoquant des troubles cardiovasculaires permanents et réduisant leur espérance de vie de plusieurs décennies. Le plus troublant était que les blessures graves subies pendant l'entraînement étaient célébrées comme des preuves de dévouement. Des cicatrices pitéistes profondes, des doigts légaux mal ressoudés et des brûlures infligées au fer rouge pour endurcir la résistance à la douleur étaient exhibées comme des médailles d'honneur. Quiconque subissait un tel régime en ressortirait avec des traumatismes physiques et psychologiques qui marqueraient toute son existence. Il se trouve que l'alimentation d'un samouraï était strictement contrôlée dans le but de purifier l'esprit par la privation du corps, une philosophie qui, dans la pratique, se traduisait par une malnutrition chronique déguisée en discipline spirituelle. Le repas typique se composait d'une petite portion de riz blanc, souvent moisi à cause d'une mauvaise conservation, de quelques légumes marinés extrêmement salés et, à l'occasion, d'un morceau de poisson séché qui ressemblait plus à du cuir qu'à de la nourriture. Pendant les périodes d'entraînement intensif, qui pouvaient durer plusieurs mois, on consommait moins de 1200 calories par jour, tout en brûlant plus de 4000 à travers des exercices épuisants. Le corps finissait donc par puiser dans sa propre masse musculaire pour obtenir de l'énergie, ce qui entraînait une apparence cadavérique interprétée comme un signe de raffinement spirituel. La faim constante provoquait des maux de tête chroniques, une vision trouble et des évanouissements fréquents pendant les séances d'entraînement. À cela s'ajoutait le fait que l'eau disponible était rarement potable. Les sources étaient contaminées par des déchets humains et animaux, obligeant les samouraïs à boire du thé vert extrêmement concentré comme seule forme d'hydratation sûre. Or, consommé en grande quantité et à jeun, ce thé provoquait de graves ulcères gastriques entraînant des hémorragies internes. Les archives rapportent que beaucoup développaient une anémie chronique à cause de ces pertes de sang répétées. Il existait également des périodes rituelles de jeûne complet pouvant durer jusqu'à 1 semaine, durant lesquelles seule l'eau était autorisée. Pendant ces jours, nos ancêtres connaissaient des hallucinations, une perte de coordination motrice et des épisodes de délire. Nombre d'entre eux ne s'en remettaient jamais complètement, souffrant ensuite de troubles alimentaires permanents et de problèmes digestifs qui les accompagnaient jusqu'à la mort. Le plus révélateur, c'est que l'analyse des squelettes samouraïs retrouvés sur des sites archéologiques montre des signes évidents de malnutrition chronique, de graves carences en vitamines et de déformations osseuses caractéristiques d'un régime alimentaire insuffisant, alors qu'aujourd'hui nous avons accès à une nutrition équilibrée et à des compléments alimentaires. Ces guerriers vivaient dans un état constant de faim contrôlée qui affaiblissait irréversiblement leur corps. Réfléchissez à ceci. Dès les premières années d'entraînement, toute personne suivant le code du Bushido était conditionnée à percevoir le suicide rituel non pas comme un dernier recours, mais comme une destinée inévitable et souhaitable. Le seppuku n'était pas seulement une méthode de mourir, c'était un processus psychologique de préparation constante qui transformait les guerriers en individus mentalement instables, obsédés par leur propre destruction. Dans ce contexte historique, il fallait pratiquer régulièrement les gestes précis du rituel suicidaire. Le samouraï consacrait des heures chaque jour à perfectionner la technique de l'incision abdominale, étudiant l'anatomie interne pour s'assurer que la souffrance soit maximisée avant la mort. Cet entraînement macabre incluait la méditation sur ses propres entrailles, la visualisation du processus d'agonie lente et la mémorisation de poèmes spécifiques
à réciter tandis que la vie s'échappait. Les chroniques rapportent que beaucoup développaient ce que nous identifierions aujourd'hui comme un trouble obsessionnel, compulsif, centré sur la mort. Nos ancêtres vérifiaient compulsivement leur lame, répétaient les gestes en secret et tenaient un journal de mort dans lequel ils notaient des situations hypothétiques qui justifieraient le seppuku. La frontière entre préparation rituelle et idéation suicidaire active devenait de plus en plus floue. Les récits historiques révèlent que la pression psychologique était insoutenable. La moindre erreur, renverser de la nourriture, trébucher lors d'une cérémonie ou montrer de la peur au combat, pouvait être interprétée comme une honte suffisante pour justifier la mort rituelle. Cette attente permanente créait un état d'anxiété paralysante qui influençait chaque aspect de la vie quotidienne. Simultanément existait la tradition du kei shakunin, l'assistant chargé de décapiter le samouraï après l'incision initiale pour abréger sa souffrance. Imaginez la pression mentale de savoir que vos amis les plus proches s'entraînaient à vous tuer avec compassion le moment venu. Cette dynamique engendrait des relations profondément troublées, où intimité et violence se mêlaient de manière malsaine. La préparation mentale au seppuku n'était pas seulement acceptée, elle était glorifiée comme la plus haute expression de l'honneur. Pourtant, les rapports médicaux de l'époque montrent que de nombreux samouraïs développaient des symptômes que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme une dépression sévère, des crises de panique et des comportements auto-agressifs bien avant toute situation susceptible de justifier le suicide rituel. Quelqu'un s'est-il déjà demandé à quoi ressemblaient réellement les champs de bataille du Japon féodal? Loin des représentations cinématographiques stylisées, tout affrontement réel signifiait plonger dans un chaos absolu de violence, où la mort survenait souvent par des blessures lentes et atroces, s'étalant sur des jours ou des semaines. Les katanas, bien qu'affûtés, ne tranchaient pas les armures comme le montrent les films. En réalité, la majorité des blessures étaient causées par des lances, des flèches et des massues qui brisaient les os et provoquaient des plaies ouvertes, s'infectant rapidement. Un samouraï qui survivait à une bataille portait généralement pour le reste de sa vie des blessures purulentes qui ne cicatrisaient jamais correctement, dégageant des odeurs fétides qui éloignaient les autres. Dans cet environnement, il était impossible d'échapper à l'odeur constante de la décomposition humaine. Les champs de bataille restaient couverts de cadavres à divers stades de putréfaction pendant des semaines après les combats. Nos ancêtres guerriers étaient contraints de camper à proximité de ces lieux, respirant en permanence les gaz toxiques de la putréfaction, ce qui provoquait des maladies respiratoires chroniques et un empoisonnement progressif de l'organisme. De plus, les infections étaient pratiquement une condamnation à mort. La moindre blessure risquait de tourner à la gangrène. Le traitement médical consistait à cautériser les plaies au fer rouge, sans anesthésie, ou à amputer les membres infectés à l'aide de scies en bois et de couteaux émoussés. Le taux de mortalité post-combat dû aux infections avoisinait les 70%, ce qui signifiait que survivre à la bataille initiale n'était que le début du calvaire. Les fouilles archéologiques ont révélé que de nombreux squelettes de samouraïs présentent des signes de multiples amputations pratiquées de leur vivant, indiquant que ces hommes avaient survécu à plusieurs chirurgies primitives brutales. Les marques osseuses montrent que ces interventions étaient effectuées sans technique adéquate, entraînant souvent des déformations permanentes et une douleur chronique invalidante. Parallèlement, le traumatisme psychologique de participer et d'assister à des massacres constants engendrait ce que nous appellerions aujourd'hui un trouble de stress post-traumatique sévère. Les récits de l'époque décrivent des samouraïs souffrant de terreurs nocturnes incontrôlables, d'hallucinations auditives où ils entendaient les cris de leurs victimes et d'épisodes de violence incontrôlée envers leurs proches. La réalité est que l'espérance de vie d'un samouraï actif au combat dépassait rarement 30 ans, non seulement à cause des affrontements eux-mêmes, mais aussi des séquelles médicales et psychologiques accumulées qui transformaient l'existence ultérieure en une souffrance constante et progressive.
Dans le système féodal japonais, la position sociale déterminait littéralement chaque respiration de l'existence d'un samouraï. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour en sachant que le moindre faux pas protocolaire pouvait signifier une mort immédiate. Le code strict de conduite n'était pas une simple recommandation, c'était une prison invisible contrôlant tout, depuis la façon de marcher jusqu'au ton de voix à adopter avec ses supérieurs. À cette époque, un samouraï de rang inférieur devait s'incliner selon des angles précis, en fonction du statut de la personne rencontrée. Le corps restait en tension permanente, toujours prêt à manifester la soumission requise. Le dos souffrait continuellement de cette posture contrainte, tandis que l'esprit calculait sans relâche chaque geste pour éviter une offense fatale. L'humiliation était constante et systématique. Tout samouraï plus gradé pouvait ordonner des tâches dégradantes sans la moindre contestation. Il fallait accepter insultes, provocations et même agressions physiques de la part de ses supérieurs hiérarchiques. La dignité personnelle n'existait pas. Seule comptait l'obéissance aveugle et la soumission totale. Pire encore, être témoin d'injustice et rester impuissant. Le système obligeait à observer en silence lorsque des supérieurs abusaient de leur pouvoir, torturaient, poquaient des subordonnés ou commettaient des atrocités. La conscience individuelle était étouffée par une structure hiérarchique implacable. Aujourd'hui, les organisations modernes disposent de codes d'éthique et de services de ressources humaines. À l'époque, la seule ressource humaine était un pion jetable, utilisable et éliminable selon le bon vouloir des supérieurs. Un samouraï vivait avec la certitude que sa vie n'avait de valeur que tant qu'il restait utile au maintien de l'ordre établi. Quelqu'un s'est-il déjà demandé ce que signifiait épouser une parfaite étrangère choisie uniquement pour des intérêts politiques? Le mariage samouraï n'avait absolument rien à voir avec l'affection, la compatibilité ou le bonheur personnel. Il s'agissait exclusivement d'alliances stratégiques entre clans, de renforcement des positions militaires et de transfert de propriété. Dans ce contexte, hommes et femmes samouraïs rencontraient leur futur conjoint pour la première fois le jour même de la cérémonie. L'anxiété était écrasante, non seulement parce qu'il fallait s'unir à un inconnu, mais aussi à cause de la pression immédiate de devoir produire des héritiers. L'échec à procréer signifiait la déshonneur familiale et la possible rupture de l'alliance politique. Les femmes samouraïs affrontaient des situations particulièrement éprouvantes. Elles étaient éduquées dès l'enfance pour devenir des épouses parfaites, silencieuses, obéissantes et fécondes. Toute expression de personnalité individuelle devait être totalement supprimée. L'intimité conjugale était mécanique et uniquement centrée sur la procréation, sans aucune considération pour le plaisir ou le consentement féminin. Pour les hommes, la pression n'était pas moins intense. Ils devaient affirmer leur autorité sur des épouses inconnues tout en naviguant dans les complexités politiques imposées par leurs beaux-parents. Un mariage raté pouvait ruiner toute une carrière militaire et entacher l'honneur de générations entières d'ancêtres, contrairement à aujourd'hui où les relations reposent sur le choix personnel et la compatibilité. Ces unions étaient des contrats commerciaux froids. L'amour y était considéré comme une faiblesse dangereuse, susceptible de compromettre les décisions stratégiques vitales à la survie d'une famille. La vérité est que les troubles psychologiques étaient totalement incompris dans la société samouraï. Dépression, anxiété et traumatisme post-combat étaient interprétés comme une faiblesse morale ou une possession démoniaque. Toute manifestation d'instabilité mentale entraînait l'isolement social, la perte de statut et, bien souvent, une mort rituelle forcée. Les vétérans de guerre développaient ce que nous appelons aujourd'hui un trouble de stress post-traumatique. Cauchemars récurrents, flashbacks violents et crises de panique faisaient partie du quotidien des guerriers aguerris. Pourtant, exprimer publiquement ces symptômes revenait à admettre son inaptitude à servir son seigneur féodal. L'isolement émotionnel était institutionnalisé. Les samouraïs n'avaient
pas le droit de montrer peur, tristesse ou toute autre vulnérabilité humaine naturelle. Cette répression constante engendrait une pression psychologique insoutenable, menant souvent à des accès de violence incontrôlés ou à des effondrements mentaux complets. Les femmes samouraïs subissaient des pressions supplémentaires écrasantes. En plus des attentes liées à la reproduction, elles devaient afficher une sérénité parfaite même face aux abus domestiques, à la perte d'enfants dans les guerres et à une solitude chronique. Aucun soutien psychologique n'existait, seulement l'obligation de tout endurer dans un silence absolu, alors qu'aujourd'hui nous disposons de thérapies, de médicaments et d'une compréhension scientifique de la santé mentale. À cette époque, la seule guérison proposée pour la souffrance psychologique était le seppuku. La société préférait littéralement un citoyen mort à un esprit malade. Imaginez un instant la brutalité que les samouraïs étaient contraints non seulement de voir, mais souvent d'exécuter eux-mêmes. Le système judiciaire du Japon médiéval reposait sur des méthodes de torture d'une cruauté raffinée, destinées à extorquer des aveux et à punir les crimes. Les samouraïs servaient d'exécuteurs officiels de ces pratiques inhumaines. Les techniques d'interrogatoire comprenaient des brûlures progressives, la mutilation des doigts, la suspension par des cordes ou encore la noyade contrôlée. Un samouraï devait infliger ces supplices avec un sang-froid absolu, quel que soit son avis sur la culpabilité du prisonnier. Toute hésitation ou signe de pitié était perçu comme une inaptitude à occuper ce rôle. Les exécutions publiques constituaient des événements sociaux obligatoires où les samouraïs prouvaient leur loyauté en assistant aux punitions. Décapitation, crucifixion et démembrement étaient exécutés avec une précision technique sous les yeux de foules entières. L'odeur du sang frais, les cris d'agonie et les convulsions de la mort faisaient partie de la routine professionnelle. Plus troublant encore, il arrivait fréquemment qu'ils connaissent personnellement les victimes. Des collègues coupables d'infractions mineures, des membres de leur propre famille ayant déshonoré le clan ou des amis impliqués dans des complots politiques. La froideur émotionnelle nécessaire pour exécuter des proches détruisait peu à peu toute capacité à créer des liens humains authentiques. Aujourd'hui, les systèmes juridiques civilisés protègent les droits humains fondamentaux et utilisent des méthodes humanitaires. À cette époque, la justice se confondait avec un spectacle d'horreur publique et les samouraïs étaient à la fois spectateurs forcés et acteurs actifs de cette barbarie systématique. Réfléchissez-y, statistiquement, être samouraï revenait à signer une condamnation à mort anticipée. Les données historiques indiquent que l'espérance de vie moyenne d'un guerrier samouraï était d'environ 35 à 40 ans, tandis que les paysans pouvaient vivre jusqu'à 55 ans. Cette différence brutale résultait de l'exposition constante à la violence, aux maladies de campagne et aux blessures accumulées. Dans ce contexte de mortalité certaine, les samouraïs développèrent des relations superficielles avec tout, famille, amis et même eux-mêmes. Pourquoi tisser des liens profonds quand la mort pouvait survenir à tout instant? Cette déconnexion émotionnelle protégeait du chagrin, mais engendrait une existence vide de sens personnel véritable. Les blessures de guerre cicatrisaient rarement complètement. Sans antibiotiques ni chirurgie moderne, les plaies s'infectaient chroniquement. Les os brisés se ressoudant mal et les organes internes abîmés restaient affaiblis. Le corps devenait un catalogue vivant de douleurs constantes et de limitations physiques croissantes. Outre la violence directe, les maladies de campement décimaient des troupes entières. Dysenterie, typhoïde et peste se propageaient rapidement parmi des soldats mal nourris, vivant dans des conditions insalubres. Nombre de samouraïs mouraient en déféquant du sang sous des tentes insalubres, loin de leur famille, sans dignité ni reconnaissance. Aujourd'hui, nous planifions nos retraites à 65 ans et espérons des décennies de vie après la carrière professionnelle. Ces guerriers, eux, savaient que chaque aube pouvait être littéralement la dernière. Vivre sous cette ombre constante de mort imminente transformait chaque jour en un exercice de survie psychologique.
La vie d'un samouraï ne se résumait pas qu'aux batailles et cérémonies. Pendant des mois, parfois des années, nos ancêtres guerriers subissaient des périodes d'isolement qui rongeaient lentement leur santé mentale. À ces moments, on pouvait sentir le poids étouffant du silence absolu qui imprégnait les résidences fortifiées. Le réveil se faisait dans un environnement où seules les voix lointaines des serviteurs s'activaient dans les tâches domestiques. Le grincement des pas sur les planches de bois composait une symphonie monotone, répétée jour après jour. Durant ces périodes, le samouraï restait confiné dans des appartements qui, bien que décorés avec raffinement, se transformaient en véritables prisons mentales. Il fallait endurer des semaines entières sans contact significatif avec d'autres personnes de même statut social. La hiérarchie stricte interdisait les conversations informelles avec les serviteurs, tandis que les autres samouraïs étaient eux aussi isolés dans leur propre forteresse. L'individu passait des heures à contempler les jardins à travers des fenêtres de papier, observant toujours les mêmes pierres, la même végétation, les mêmes éléments qui devenaient peu à peu les symboles de sa prison mentale. De plus, il a été découvert que cette solitude forcée était intentionnelle dans le système social japonais. L'idée était que le guerrier développe discipline intérieure et capacité de méditation. Pourtant, les archives historiques montrent que beaucoup de samouraïs développaient des comportements obsessionnels, parlaient les seuls et présentaient peu des signes clairs de ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme une dépression sévère, sachant qu'il n'existait ni livre de divertissement tels que nous les connaissons aujourd'hui, ni moyen de communication à distance. Toute personne dans cette situation affrontait un vide existentiel profond. L'esprit humain, privé des stimulations sociales nécessaires, commençait à créer ses propres schémas de pensée, souvent sombres et autodestructeurs. Pire encore, cette condition était vue comme indispensable pour forger le caractère guerrier, prolongeant indéfiniment cette souffrance psychologique. Peut-on imaginer le poids de porter des attentes familiales datant de plusieurs siècles? À cette époque, chaque samouraï naissait déjà prédestiné à suivre exactement les mêmes rituels, pratiques et codes que ses ancêtres avaient respectés pendant des générations. La réalité était que le moindre écart, aussi petit soit-il, représentait non seulement une déshonneur personnelle, mais la destruction totale de la lignée familiale. Dans ce contexte historique, il était impossible de choisir une autre profession, un style de vie alternatif, ou même d'exprimer des préférences personnelles allant à l'encontre des traditions établies. Chaque jour, l'individu se réveillait en sachant que chaque mouvement, chaque décision, chaque parole devait honorer des milliers d'ancêtres décédés. Ce poids psychologique était littéralement écrasant. Les documents d'époque révèlent que beaucoup de samouraïs souffraient de crises profondes d'identité, se demandant intérieurement s'ils étaient des individus uniques ou simplement des prolongements d'une tradition sans fin. Ils se sentaient constamment observés par les esprits des ancêtres, une croyance culturelle qui rendait impossible tout moment de liberté véritable. Par conséquent, le concept de choix personnel n'existait tout simplement pas. De la forme de l'armure à la coupe de cheveux, tout suivait des normes établies depuis des siècles. Quiconque tentait d'introduire des innovations ou des modifications s'exposait non seulement à la désapprobation sociale, mais aussi à des punitions physiques sévères infligées par les aînés de la famille. Pire encore, cette pression ancestrale s'intensifiait lorsque le samouraï devait prendre des décisions au combat. Il ne s'agissait pas seulement de survivre ou de gagner, il fallait le faire exactement comme l'attendaient les ancêtres. Les archives montrent que de nombreux guerriers mouraient inutilement parce qu'ils choisissaient des tactiques honorables plutôt que des stratégies efficaces, se sacrifiant sur l'autel des attentes familiales millénaires. La vérité est que la vie sexuelle d'un samouraï était truffée de dangers médicaux, aujourd'hui inacceptables. À cette époque, il était courant que les guerriers contractent des maladies vénériennes dans des bordels ou par le biais de leurs épouses, elles-mêmes infectées par d'autres membres de la famille ou victimes de violences sexuelles lors d'invasions. À ce moment de l'histoire, la médecine médiévale japonaise
ignorait tout des bactéries, virus ou traitements efficaces pour les infections sexuellement transmissibles. Le résultat était que la personne subissait des symptômes atroces sans aucun soulagement médical réel. Ulcères génitaux, douleurs urinaires insupportables et éruptions cutanées déformantes étaient traitées par des plantes offrant au mieux un soulagement temporaire. Il fallait endurer ces souffrances dans un silence absolu, car reconnaître une maladie vénérienne équivalait à une honte publique. L'individu passait des mois à souffrir de douleurs intenses dans les régions intimes, de saignements constants et d'odeurs corporelles qui rendaient impossible de garder une apparence digne lors des cérémonies importantes. De plus, ces maladies se propageaient rapidement au sein des familles, faute de notions d'hygiène sexuelle ou de prévention. Les registres médicaux de l'époque montrent que des communautés entières de samouraïs étaient décimées, non par les combats, mais par des épidémies de syphilis et de gonorrhée hors de contrôle. Parallèlement, on a découvert que les traitements disponibles étaient souvent plus nuisibles que les maladies elles-mêmes. Application de mercure, brûlures au fer chaud et saignées excessives étaient des pratiques courantes qui, loin de guérir, aggravaient la dégradation physique des guerriers. Nos ancêtres samouraïs faisaient face à un terrible choix, mourir lentement de la maladie ou rapidement du traitement. Considérez ceci, alors que nous romantisons les batailles des samouraïs, nous pensons rarement à ce qui se passe une fois les combats terminés. À cet instant précis, lorsque le dernier cri de guerre résonnait dans les vallées, débutait une expérience encore plus traumatisante que le combat lui-même, le nettoyage des champs de bataille jonchés de corps mutilés. Il fallait marcher parmi des centaines, parfois des milliers de cadavres en décomposition, dont beaucoup étaient des amis proches ou des membres de la famille. L'odeur de la mort emplissait l'air avec une telle intensité que de nombreux guerriers vomissaient continuellement pendant ces expéditions. Il était impossible de respirer normalement. L'odeur du sang coagulé, des excréments et de la chair putréfiée créait une atmosphère nauséabonde qui restait dans les narines pendant des semaines. Durant ces moments, il fallait identifier des corps spécifiques pour les rituels funéraires appropriés. L'individu devait retourner les cadavres gonflés, séparer les membres coupés de leurs propriétaires originaux et, souvent, se disputer l'accès aux restes mortels avec les corbeaux et autres charognards. Les mains restaient à jamais tachées de sang et autres fluides corporels qui ne s'enlevaient pas facilement avec l'eau disponible à l'époque. Plus troublant encore, il a été découvert que beaucoup de corps n'étaient pas complètement morts. Des guerriers agonisants restaient inconscients pendant des heures, émettant des gémissements et des supplications qui résonnaient à travers les champs. Il fallait prendre des décisions impossibles, tenter de sauver des blessés qui n'avaient clairement aucune chance de survie ou hâter leur mort pour mettre fin à leur souffrance. Par conséquent, les archives historiques montrent que beaucoup de samouraïs développaient ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme un trouble de stress post-traumatique sévère après ces expériences. Le bourdonnement constant des mouches, la vue de visages défigurés de compagnons connus et la texture collante du sang séché rendaient impossible d'oublier ces moments, hantant les guerriers survivants jusqu'à la fin de leurs jours. Imaginez-vous réveiller un jour et découvrir que votre utilité en tant que guerrier est terminée, alors que des décennies de vie restent encore devant vous. Dans cette situation, tout samouraï survivant au-delà de 45 ans faisait face à une transition brutale vers un type d'existence que peu pouvaient supporter psychologiquement. À cette époque de l'histoire japonaise, il n'existait aucun concept de retraite digne ni de régime de pension. L'individu, ayant consacré toute sa vie à l'entraînement militaire et au combat, se retrouvait soudainement sans but défini, sans fonction sociale claire et pire encore, sans le respect de la communauté qui autrefois le vénérait. La réalité était que ces vétérans de guerre passaient leurs dernières années dans un isolement presque complet, regardant les générations plus jeunes assumer les postes de direction, tandis qu'eux devenaient
progressivement insignifiant. Il fallait accepter que les connaissances militaires accumulées pendant des décennies n'avaient de plus de valeur en temps de paix, laissant l'ancien guerrier complètement démuni face à toute activité civile. De plus, le corps usé par des années d'entraînement intensif et de bataille se transformait en une source constante de douleurs physiques, articulations détruites par le port d'armures lourdes, cicatrices toujours douloureuses, blessures mal soignées, devenant des foyers d'infection chroniques. La vieillesse devenait une période de souffrance continue. Parallèlement, il a été découvert que beaucoup d'ex-samouraïs développaient une dépression profonde durant cette dernière phase de vie, sans guerres à mener, sans ennemis à affronter, sans but, donnant un sens à leur existence. Ces hommes choisissaient souvent le seppuku comme échappatoire à une réalité devenue insupportable. La société japonaise médiévale n'offrait tout simplement aucune alternative digne aux guerriers vieillissants, transformant leurs dernières années en une lente agonie existentielle. Peut-on imaginer vivre en sachant que chaque mot prononcé pourrait être la dernière erreur de son existence? Pendant la période Edo, entre 1603 et 1868, les samouraïs vivaient une réalité où la paranoïa n'était pas une maladie mentale, mais un instinct de survie nécessaire. Le système d'espionnage du shogunat Tokugawa avait créé un réseau d'informateurs si dense que même les membres de la famille n'étaient jamais au-dessus de tout soupçon. L'individu se réveillait en sachant que voisins, commerçants du village, voire les moines des temples locaux, pouvaient rapporter ces conversations directement aux autorités. Chaque geste était analysé, chaque expression faciale pouvait être interprétée comme un signe de déloyauté. L'air était chargé d'une tension constante, cette sensation physique de muscles toujours contractés, de respiration contrôlée, de mots d'eau lourds sur la langue avant même d'être prononcés. Les maisons de thé, censées être des lieux de détente, se transformaient en champs de mines sociaux. Tout commentaire sur la politique, le shogun ou la situation économique locale pouvait entraîner une arrestation immédiate et la torture pour obtenir des aveux. Les samouraïs développaient un langage codé, plein de métaphores et de sous-entendus, où parler du temps pouvait signifier critiquer le gouvernement et louer la beauté des fleurs, dissimuler des interrogations sur les décisions militaires. Les documents historiques révèlent qu'environ 30% des samouraïs de la classe moyenne furent surveillés au moins une fois au cours de leur vie pour des activités suspectes. Aujourd'hui, nous tapons librement nos opinions sur les réseaux sociaux, mais à cette époque, un seul mot mal interprété pouvait entraîner l'exécution non seulement du suspect, mais de toute sa famille, selon le principe de culpabilité collective qui terrorisait la société japonaise. Comment imaginer que le propre code d'honneur était conçu pour transformer toute personne en esclave économique perpétuel? La structure financière imposée aux samouraïs durant la période Tokugawa créait un cercle vicieux d'endettement dont il était pratiquement impossible de s'échapper. Alors qu'aujourd'hui, nous nous plaignons des cartes de crédit et des prêts, les samouraïs affrontaient un système qui les contraignait à dépenser plus qu'ils ne recevaient par nécessité de survie sociale. Le stipendium en riz, qui constituait le salaire samouraï, restait gelé pendant des décennies, tandis que les prix de tous les autres produits augmentaient drastiquement. Parallèlement, les obligations sociales se multipliaient, cérémonies coûteuses, cadeaux élaborés pour les supérieurs, entretien des équipements militaires, entretien des serviteurs et de la famille élargie. Il était mathématiquement impossible d'équilibrer les comptes, même pour les plus économes. La situation s'aggravait avec les règlements somptuaires, lois déterminant précisément comment chaque classe sociale devait s'habiller, quel type de maison habiter, quels aliments consommer. Paradoxalement, ces mêmes lois imposaient des dépenses spécifiques. Un samouraï ne pouvait apparaître en public avec des vêtements rapiécés ou des épées de qualité inférieure, sous peine de déshonorer non seulement lui-même, mais toute sa lignée familiale.
Les archives montrent que 70% des samouraïs étaient endettés auprès des commerçants locaux, créant une dépendance humiliante envers la classe marchande qu'ils méprisaient officiellement. Beaucoup furent forcés de vendre secrètement leurs biens familiaux, y compris épées ancestrales et armures, à des prêteurs clandestins. L'ironie cruelle était que maintenir les apparences de prospérité les menait directement à la misère réelle, générant une anxiété financière constante qui rongeait autant leur dignité que leur santé mentale. Imaginez découvrir que votre propre demeure se transforme en prison mortelle lorsque les maladies frappent les provinces, les épidémies qui dévastaient périodiquement le Japon féodal plongeaient les samouraïs dans un terror absolu, contraints de maintenir l'ordre social tout en voyant famille et subordonnés périr autour d'eux. Entre 1780 et 1787, des vagues successives de variole, choléra et typhus décimèrent environ 15% de la population japonaise, créant un scénario apocalyptique difficile à concevoir aujourd'hui. Quand une épidémie atteignait une région, les samouraïs ne pouvaient pas simplement fuir comme les riches marchands. Leurs devoirs féodaux les enchaînaient à leur territoire, les forçant à administrer des villages devenus cimetières à ciel ouvert. L'odeur de la mort devenait omniprésente, non seulement celle des corps en décomposition, mais aussi celle de la peur suintant des pores des survivants. La médecine de l'époque était primitive et souvent contre-productive. Les traitements consistaient en saignées affaiblissant encore plus les malades, onguents à base de mercure provoquant des intoxications et rituels religieux favorisant la concentration des foules et la propagation des maladies. Les samouraïs assistaient impuissants à la disparition de leurs proches, conscients que toute tentative de chercher des soins avancés dans les grandes villes serait considérée comme abandon de poste. La quarantaine forcée engendrerait des situations psychologiquement dévastatrices. Des familles entières restaient confinées dans de petites maisons pendant des mois, respirant l'air vicié des malades et des cadavres, avec des ressources alimentaires toujours plus rares. Le taux de mortalité infantile atteignait parfois 60% dans certaines régions, imprimant un traumatisme générationnel marquant des communautés entières pour des décennies. Pouvez-vous imaginer qu'il était possible d'identifier un samouraï vétéran simplement à sa façon de marcher à l'âge de 35 ans? L'entraînement militaire constant et les conditions de vie rudes créaient un schéma de dégradation physique qui transformait de jeunes hommes en versions déformées d'eux-mêmes en quelques décennies. Aujourd'hui, nous pratiquons des exercices avec supervision médicale et équipement ergonomique. Les samouraïs, eux, soumettaient leur corps à un processus systématique de destruction glorifié comme discipline. Les articulations étaient dans les premières victimes de cette routine militaire. Des heures quotidiennes à manier des épées lourdes, répéter des mouvements avec des armures de 25 kilos, marcher sur de longues distances en terrain accidenté, tout cela sans aucune connaissance d'échauffement, d'étirement ou de récupération musculaire. À 30 ans, la plupart présentaient des déformations visibles aux épaules, coudes et poignets, conséquence de micro-lésions accumulées jamais soignées. La posture voûtée et la démarche claudicante des samouraïs plus âgés n'étaient pas le fruit de batailles héroïques, mais le résultat d'années d'entraînement mal conduit et d'un usage inadapté du corps. Les armures mal ajustées provoquaient des points de pression constants déformant la colonne vertébrale, tandis que le poids déséquilibré des épées causait une scoliose progressive. L'espérance de vie active d'un samouraï guerrier dépassait rarement les 40 ans, non pas à cause de la mort au combat, mais en raison d'une incapacité physique totale. Les documents médicaux d'époque décrivent des guerriers expérimentés incapables de lever leur épée à cause d'arthrite sévère ou ayant perdu totalement la mobilité de certains membres suite à des blessures mal guéries. La retraite forcée pour invalidité était plus courante que la mort glorieuse au combat, révélant une réalité bien différente de celle idéalisée par la culture populaire moderne.
Pouvons-nous vraiment saisir ce que signifiait vivre toute une vie en jouant un rôle niant complètement l'individualité personnelle? La philosophie du Bushido, que nous idéalisons aujourd'hui comme un noble code d'honneur, fonctionnait en réalité comme une camisole de force psychologique, étouffant toute expression authentique de la personnalité. Les samouraïs vivaient dans une solitude existentielle profonde, incapables de nouer des liens humains véritables, car chaque relation était contaminée par la hiérarchie sociale et les attentes liées au rôle joué. Dès l'enfance, la personne comprenait que ses sentiments, désirs et rêves personnels étaient insignifiants face aux exigences du code samouraï. Elle ne pouvait pas manifester la peur, même terrifiée. Elle ne pouvait pas exprimer la tristesse, même en deuil. Elle ne pouvait pas montrer de joie spontanée, car cela serait perçu comme un manque de sérieux. Cette répression émotionnelle constante créait un vide intérieur qui grandissait avec les années, transformant beaucoup en coquilles vides d'êtres humains. Les relations familiales étaient particulièrement problématiques. Un père samouraï ne pouvait être affectueux envers ses enfants, car cela aurait été vu comme une faiblesse compromettant un entraînement rigoureux. Les épouses étaient traitées comme des propriétés fonctionnelles, responsables de la gestion domestique et de la poursuite de la lignée, mais avec lesquelles il était impossible d'établir une intimité émotionnelle réelle. La spontanéité était considérée comme un défaut de caractère. Les récits personnels des samouraïs ayant survécu aux périodes d'isolement révèlent des niveaux dévastateurs de dépression et d'anxiété existentielle. Beaucoup rapportent la sensation de vivre la vie d'un autre, observant leurs propres gestes comme des acteurs jouant un rôle qu'ils détestaient. La quête de sens personnel était perçue comme de l'égoïsme, les obligeant à trouver leur raison d'être uniquement dans le service aux autres, créant une dépendance psychologique malsaine qui les transformait en extension de la volonté d'autrui, jamais en individu complet. Considérez ceci, même après des années de service loyal, tout samouraï pouvait être contraint de subir des rituels de purification humiliants devant toute la communauté. À ce moment-là, on pouvait ressentir le poids du regard jugeant de centaines de personnes, tandis que le guerrier devait ôter ses vêtements et se soumettre à des bains glacés dans des rivières publiques pendant l'hiver rigoureux. Le processus commençait avant l'aube, lorsque les tambours annonçaient le rituel. L'individu devait marcher pieds nus sur des pierres tranchantes jusqu'à la rivière la plus proche, quelle que soit la température. L'eau glacée pénétrait jusqu'aux os comme des milliers d'aiguilles, provoquant contractions musculaires involontaires et tremblements incontrôlables durant des heures. À cela s'ajoutait le fait que toute hésitation ou manifestation d'inconfort était interprétée comme une faiblesse spirituelle, entraînant la prolongation du rituel sur plusieurs jours. Les mains devenaient bleues, les lèvres perdaient leur couleur, tandis que la personne devait réciter des mantras complexes sans bégayer, même avec les dents claquant de manière incontrôlable. Les archives révèlent que beaucoup de samouraïs développaient des pneumonies et autres maladies respiratoires mortelles suite à ces rituels. Le taux de mortalité durant les mois d'hiver augmentait drastiquement, particulièrement chez les guerriers plus âgés, déjà affaiblis par les combats passés. Plus encore, ces rituels n'étaient pas des événements isolés. Ils pouvaient être imposés à tout moment pour suspicion d'impureté morale, désobéissance mineure ou simplement par caprice d'un supérieur hiérarchique. Certains samouraïs subissaient ce processus des dizaines de fois au cours de leur vie, de plus en plus affaiblis physiquement, alors qu'aujourd'hui, les bains froids sont considérés comme des pratiques facultatives de bien-être. À cette époque, ils représentaient une potentielle sentence de mort déguisée en purification spirituelle. Le rituel était un outil de contrôle. Maintenant, les guerriers, dans un état constant de vulnérabilité et de soumission, sachant qu'ils pouvaient être humiliés publiquement à tout moment. Pire encore, les familles des samouraïs assistaient aussi à ces rituels, y compris les épouses et les enfants, obligés de garder des expressions neutres en voyant le patriarche trembler de froid tout en luttant pour conserver sa dignité. L'humiliation s'étendait sur plusieurs générations, marquant toute la lignée familiale.
Avez-vous déjà envisagé que vivre en tant que samouraï signifiait endurer une paranoïa constante, prisonnier des conspirations politiques mortelles qui imprégnaient chaque aspect de la vie à la cour? Dans ce contexte, une simple conversation pouvait conduire à une accusation de trahison et à une mort certaine. L'atmosphère politique était si toxique que les archives historiques révèlent que de nombreux samouraïs développaient des ulcères d'estomac chroniques, conséquence du stress incessant à naviguer entre factions rivales. Chaque mot devait être pesé avec soin, chaque geste analysé à plusieurs reprises avant d'être exécuté, chaque alliance temporaire pouvant se transformer du jour au lendemain en piège mortel. Les lettres personnelles retrouvées montrent à nous que beaucoup de guerriers passaient pour oublier des nuits entières sans dormir, planifiant chaque mouvement du lendemain. Ils devaient mémoriser qui était allié à qui, quelles étaient les querelles en cours, quels sujets éviter, tout en risquant de commettre une erreur fatale, simplement par ignorance des derniers changements politiques. Cette réalité donna naissance à une culture d'espionnage interne, où les samouraïs étaient contraints de rapporter conversations et comportements de leurs propres collègues, voire de leurs proches. Ceux qui vécurent de cette expérience la décrivent comme marcher constamment sur une glace mince, sans jamais savoir quand le prochain pas serait le dernier. Par ailleurs, les rivalités entre clans rendaient possible l'exécution d'un samouraï loyal uniquement parce qu'il était né dans la mauvaise famille ou avait servi un seigneur déchu. La loyauté, censée être une vertu, se transformait fréquemment en sentence de mort. À cela s'ajoutaient les tests de loyauté soudains. Des supérieurs ordonnaient des actions contraires aux ordres précédents ou aux valeurs personnelles, simplement pour vérifier une obéissance absolue. Échouer à ces tests signifiait non seulement la mort, mais souvent l'exécution de toute la famille. Aujourd'hui, le stress au travail est commun, mais à cette époque, chaque interaction sociale représentait littéralement un pari sur la vie. Le samouraï devait être simultanément guerrier, diplomate, espion et acteur, jouant différents rôles pour différentes personnes, maintenant des histoires cohérentes et se souvenant de chaque détail, pouvant un jour être retourné contre lui. Imaginez porter quotidiennement un équipement pesant plus de 30 kg qui, paradoxalement, offrait une protection limitée tout en infligeant des dommages irréversibles au corps même de son porteur. La réalité était que l'armure traditionnelle du samouraï, le yoroi, était une prison de métal déformant la colonne vertébrale et détruisant les articulations au fil des années. Le yoroi complet comprenait des dizaines de pièces en métal et cuir fixées au corps par un système complexe de cordes. S'habiller nécessitait plus d'une heure d'aide et une fois équipé, le guerrier peinait à accomplir les besoins les plus élémentaires, boire, manger ou même uriner sans assistance. Il est établi que le poids constant de l'armure provoquait une compression vertébrale sévère. L'étude des squelettes de samouraïs révèle des signes précoces d'arthrite, surtout dans les régions lombaires et cervicales. À 30 ans, beaucoup présentaient déjà des déformations posturales permanentes, les accompagnant jusqu'à la fin de leur vie écourtée. Ajoutez à cela la chaleur étouffante du métal en été, transformant l'armure en un véritable four qui cuisait littéralement le porteur. Les documents de l'époque rapportent des cas de samouraïs s'évanouissant pendant les cérémonies à cause de la chaleur excessive, certains ne retrouvant jamais conscience. Paradoxalement, en hiver rigoureux, le métal conduisait le froid avec une telle efficacité qu'il provoquait des gelures au point de contact direct avec la peau. Il était courant de trouver des guerriers marqués à vie par des engelures aux épaules et hanches, là où les plaques métalliques touchèrent le corps. Un autre problème majeur était l'hygiène quasi impossible. L'armure ne pouvait être enlevée rapidement, obligeant le samouraï à la porter pendant des jours, voire des semaines, accumulant sueur, sang et autres fluides corporels. Cet environnement propice favorisait les infections cutanées qui, sans traitement médical adéquat, évoluaient souvent en septicémie fatale. Enfin, les armes traditionnelles, comme la katana, exigeaient des mouvements répétitifs spécifiques qui, avec le temps, causaient donc des lésions par surmenage aux mains, poignets et épaules. De nombreux samouraïs vétérans souffraient d'arthrite sévère, les empêchant de manier correctement leurs épées, les rendant vulnérables en combat précisément au moment où leurs compétences étaient les plus nécessaires.
Imaginez que votre travail ne consiste pas seulement à tuer des ennemis sur le champ de bataille, mais aussi à exécuter des centaines de prisonniers, femmes et enfants inclus, comme partie routinière de vos obligations. Telle était la réalité dévastatrice qui brisait la santé mentale d'innombrables samouraïs au fil de leur carrière. Les archives historiques documentent des exécutions de masse où un seul samouraï était responsable de décapiter des dizaines de personnes à la suite. À cet instant précis, le guerrier affrontait non seulement le défi physique de maintenir la précision avec des bras fatigués, mais aussi l'horreur psychologique de regarder dans les yeux chaque victime avant de porter le coup fatal. Les journaux personnels révèlent que beaucoup développaient ce que nous appelons aujourd'hui un trouble de stress post-traumatique sévère. Certains racontent des cauchemars récurrents où les visages des victimes les poursuivaient dans leur sommeil, provoquant une insomnie chronique et des comportements erratiques, entraînant fréquemment davantage de punitions de la part de supérieurs incapables de comprendre ce traumatisme psychologique. La technique d'exécution exigeait une habileté particulière pour garantir une mort instantanée et humaine. Échouer signifiait infliger une souffrance inutile, considérée comme déshonorante. Le samouraï vivait donc sous une pression constante d'exécuter des assassinats parfaits à répétition, sachant que la moindre erreur serait perçue comme une incompétence ou une désobéissance. Cela créait un cercle vicieux. Le trauma provoquait des tremblements des mains dus au stress psychologique, compromettant ironiquement sa capacité à agir efficacement tant en combat que lors des exécutions rituelles. Ces symptômes physiques conduisaient à davantage d'erreurs, donc plus de punitions et un traumatisme accru. De plus, les exécutions incluaient souvent des familles entières, forçant le samouraï à tuer de très jeunes enfants dont le seul crime était d'être nés dans la mauvaise famille. Des récits de l'époque décrivent des guerriers complètement brisés par ces expériences, certains choisissant le seppuku non par honneur, mais parce qu'ils ne pouvaient plus supporter psychologiquement de vivre avec ces souvenirs. Alors qu'aujourd'hui, des thérapeutes spécialisés traitent les vétérans souffrant de stress post-traumatique. À cette époque, toute manifestation de faiblesse émotionnelle était vue comme une lâcheté passible de mort. Le samouraï devait intérioriser tout l'horreur et continuer à fonctionner normalement sous peine d'être exécuté pour déshonneur du code. Imaginez naître dans une famille samouraï et hériter automatiquement d'ennemis mortels, un héritage de haine transmis de génération en génération, créant des cycles de violence qui duraient des siècles. Cette réalité faisait de chaque enfant une cible potentielle dès sa naissance. Les vendettas familiales fonctionnaient comme des contrats de mort héréditaires. Lorsqu'un samouraï offensait ou tuait un membre d'une autre famille, le conflit s'étendait automatiquement à tous les descendants des deux lignées. Cela signifiait qu'un enfant de 5 ans pouvait avoir des dizaines d'ennemis mortels simplement en portant un certain nom de famille. Les archives historiques montrent des familles entières vivant en état d'alerte permanent pendant plus de 2 siècles à cause d'une seule offense commise par un ancêtre lointain. Nos ancêtres vivaient dans la peur d'être attaqués à tout moment par des inconnus qu'ils n'avaient jamais rencontrés, mais qu'ils étaient culturellement obligés de tuer. Cette situation engendrerait une paranoïa généralisée touchant particulièrement les enfants. Les récits de l'époque décrivent de jeunes samouraïs développant une anxiété sévère, incapables de dormir sans vérifier à plusieurs reprises que toutes les portes étaient verrouillées et qu'aucun mouvement suspect n'entourait la propriété familiale. Les choses se compliquaient davantage lorsque plusieurs vendettas se croisaient. Une famille pouvait être en conflit simultanément avec 5 ou 6 clans différents, tissant un réseau complexe de menaces où il était impossible de prévoir d'où viendrait la prochaine attaque. Certains samouraïs passaient des années sans quitter leur domicile, vivant comme prisonniers dans leur propre terre. De plus, les mariages entre familles rivales étaient interdits, réduisant drastiquement les options romantiques et forçant souvent des unions avec des partenaires incompatibles uniquement pour éviter de nouveaux conflits. Beaucoup
Beaucoup de femmes samouraïs vivaient ainsi toute leur vie sans jamais connaître l'amour véritable, enfermées dans des arrangements politiques destinés à prévenir les effusions de sang. Parallèlement, les enfants grandissaient en apprenant la liste des personnes à tuer ou à éviter, mémorisant les visages des ennemis comme partie intégrante de leur éducation de base. À 10 ans, un jeune samouraï savait déjà reconnaître des dizaines de personnes ayant le droit culturel de le tuer, transformant chaque sortie de la maison en un exercice de survie. Pire encore, ce système créait des situations où de proches amis découvraient soudainement que leur famille était en vendetta, les forçant à devenir des ennemis mortels du jour au lendemain. Des histoires documentent des cas de meilleurs amis contraints de se battre à mort à cause de conflits familiaux sur lesquels ils n'avaient aucun contrôle. Imaginez ceci après une bataille sanglante, lorsque les katanas se taisaient enfin et que le champ se couvrait de corps mutilés, commençait alors le véritable enfer pour les survivants blessés. À cet instant précis, tandis que l'adrénaline pulsait encore dans leurs veines, la réalité brutale se manifestait à travers des entailles profondes déchirant les muscles, des fractures ouvertes perçant la peau et des plaies infectées exhalant l'odeur putride de la chair en décomposition. Le samouraï blessé était traîné jusqu'à sa maison de bois glacial où il gisait sur des nattes rigides sous le regard impuissant de sa famille. Les seules options de traitement consistaient en cautérisation au fer rouge, un supplice provoquant des cris d'agonie qui résonnaient dans toute la propriété, ou en amputation brutale réalisée avec des lames émoussées, sans autre anesthésie que le saké qui n'engourdissait que superficiellement la douleur. Plus troublant encore était d'assister à la transformation de blessures apparemment bénignes en sentence de mort. Une simple perforation au bras s'infectait rapidement, laissant apparaître des stries rouges sur la peau jusqu'à ce que la gangrène consume tout le membre. L'odeur douceâtre et écœurante de la putréfaction envahissait la demeure, tandis que des vers dévoraient littéralement la chair vivante du guerrier qui restait conscient durant tout le processus de décomposition. Les statistiques historiques révèlent qu'environ 60% des samouraïs mouraient non pas au combat, mais des suites de blessures mal soignées. On pouvait voir des guerriers chevronnés dépérir lentement pendant des mois, leur corps rongé par des infections qu'un simple antibiotique soignerait aujourd'hui. Parallèlement, se développaient des ulcères ouverts qui ne cicatrisaient jamais, créant des plaies permanentes saignant sans répit, tachant leurs vêtements et laissant des traces sanglantes sur leur passage. La médecine de l'époque offrait des remèdes souvent plus dangereux que les blessures elles-mêmes. Des sangsues étaient appliquées sur des plaies béantes, introduisant encore plus de bactéries dans un organisme déjà affaibli. Des herbes toxiques étaient ingérées dans une tentative désespérée de combattre l'infection, entraînant des empoisonnements qui précipitaient la mort. Ainsi, de nombreux samouraïs développaient une peur morbide non pas des batailles en elles-mêmes, mais des blessures inévitables qui les suivraient. La vie d'un samouraï ne se définissait pas seulement par ses moments de gloire sur le champ de bataille. Il existe un aspect profondément humiliant qui est rarement mentionné, les rituels obligatoires de purification qui exposaient publiquement chaque guerrier à des situations d'extrême dégradation personnelle. Ces cérémonies, régulièrement réalisées devant toute la communauté, transformaient des hommes fiers en spectacles de vulnérabilité forcée. Lors des cérémonies de Mizoji, le samouraï devait se déshabiller complètement devant des dizaines de spectateurs, quelles que soient les conditions climatiques. Lors des rigoureux hivers japonais, avec des températures souvent en dessous de zéro, les guerriers restaient nus pendant des heures sous des cascades glacées, tandis que leur corps développait une hypothermie sévère. Leur peau prenait une coloration bleuâtre maladive, leurs muscles tremblaient de façon incontrôlable, et beaucoup s'évanouissaient à cause de l'exposition extrême au froid. Encore plus dégradants étaient les rituels de confession publique,
où chaque samouraï devait exposer ses fautes, peurs et échecs personnels devant ses supérieurs et subordonnés. Il fallait détailler des moments de lâcheté, des erreurs de jugement au combat et même des problèmes intimes liés à la famille ou à la sexualité. Cette exposition émotionnelle forcée brisait systématiquement l'esprit de guerrier élevé pour montrer force et impassibilité. Les archives historiques documentent des cas de samouraïs développant de graves troubles mentaux après des années soumis à ces humiliations ritualisées. Certains commençaient à s'automutiler avant les cérémonies, préférant la douleur physique à l'humiliation psychologique. D'autres développaient des phobies sociales si intenses qu'ils s'isolaient complètement, abandonnant leur poste et vivant comme des ermites dans les montagnes. Cependant, refuser de participer à ces rituels entraînait des conséquences encore plus sévères. Bannissement total de la société samouraï, perte de tous les privilèges sociaux et souvent exécution pour déshonneur. Des journaux personnels révèlent que beaucoup de guerriers passaient eux des nuits entières éveillés avant les cérémonies, consumés par l'anxiété et la honte anticipée de ce qu'ils auraient à supporter à l'aube. La vérité, c'est qu'aucun samouraï, quelle que soit sa position dans la hiérarchie, n'était jamais réellement à l'abri d'une mort soudaine, par empoisonnement ou embuscade. Dans cette époque troublée de l'histoire japonaise, la paranoïa était devenue un instinct de survie essentiel. À tout moment, un allié pouvait se transformer en assassin. Un repas pouvait contenir un poison mortel, ou une ombre dans la nuit pouvait dissimuler une lame prête à faucher une vie. Les méthodes d'assassinat étaient d'une cruauté raffinée. Des poisons dérivés de plantes telles que l'aconite, torakabuto, étaient subtilement mélangés au thé ou au saké, provoquant une agonie qui s'étendait sur plusieurs jours. La victime ressentait d'abord un léger picotement aux lèvres, suivi d'une paralysie progressive commençant par les extrémités, remontant peu à peu dans le corps tout en laissant l'esprit parfaitement lucide jusqu'à ce que la paralysie atteigne les poumons et que le cœur cesse de battre. Plus terrifiant encore était la vigilance constante à l'intérieur même de sa propre demeure. Chaque aliment devait être goûté avant d'être consommé en utilisant des prisonniers ou des serviteurs comme testeurs humains. Dormir devenait un exercice de terreur. Chaque bruit nocturne pouvait signaler l'approche de ninjas infiltrés. Nombre de samouraïs développaient une insomnie chronique, vivant dans un état d'alerte perpétuelle qui finissait par briser leur santé mentale. Les statistiques révèlent que, durant la période Sengoku, environ 40% des décès de samouraïs de haut rang résultaient d'assassinats politiques et non de combats honorables. Les documents de l'époque décrivent comment des guerriers aguerris se transformaient en ombre d'eux-mêmes, jetant constamment des regards par-dessus leur épaule, testant chaque boisson et se méfiant même de leurs propres enfants et épouses. Parallèlement, une culture de contre-espionnage d'une intensité extrême s'était développée. Nul ne pouvait faire confiance à personne. Des frères espionnaient leurs frères, des fils dénonçaient leur père et des épouses empoisonnaient leurs maris par loyauté envers des clans rivaux. Cet environnement de méfiance permanente engendrait un isolement émotionnel dévastateur, où même les relations les plus intimes étaient empoisonnées par la possibilité d'une trahison mortelle. Imaginez vivre sous un système moral si rigide et contradictoire que chaque décision pouvait conduire à une disgrâce éternelle et à un suicide rituel obligatoire. Telle était la réalité étouffante de tout samouraï, prisonnier du Bushido, un code de conduite qui engendrait des dilemmes éthiques insolubles, transformant chaque choix en un champ de mine aux conséquences potentiellement mortelles. Le code exigeait une loyauté absolue envers le seigneur féodal, mais que faire lorsque ce seigneur ordonnait des actions en contradiction avec d'autres préceptes du Bushido? Un samouraï pouvait être sommé d'exécuter une famille innocente pour prouver sa fidélité, mais cet acte violait le principe de droiture morale. Refuser équivalait à une désobéissance punie de mort. Obéir signifiait vivre avec la culpabilité d'avoir commis des actes contraires à ses propres valeurs.
encore plus angoissant étaient les conflits entre loyauté familiale et devoir militaire. Lorsque des clans alliés devenaient ennemis à cause de changements politiques, des pères étaient contraints de combattre leurs fils, des frères de croiser le fer l'un contre l'autre. Les archives historiques relatent des cas de samouraïs sombrant dans la folie après avoir été forcés de décapiter des membres de leur propre famille pour prouver leur allégeance à un nouveau régime. L'obsession de l'honneur engendrait des situations où de simples insultes verbales entraînaient des duels mortels obligatoires. Une remarque sur l'habileté d'un samouraï à l'épée ou une plaisanterie sur son apparence pouvait déclencher une série d'événements se soldant par sa mort ou le massacre de familles entières. Il était impossible de se détendre ou d'avoir une conversation anodine, car chaque mot était scruté à la recherche d'éventuelles offenses appelant une vengeance sanglante. Les contradictions du code se manifestaient aussi dans des aspects les plus matériels. Le Bushido prônait la simplicité et le détachement des biens, mais exigeait simultanément qu'un samouraï maintienne un équipement coûteux et une présentation sociale conforme à son rang. Cette incohérence poussait beaucoup à s'endetter lourdement ou à accepter des missions périlleuses uniquement pour préserver une image que le code lui-même jugeait pourtant superficielle. Ainsi s'installa une culture d'anxiété permanente où chaque samouraï évaluait constamment ses actes à travers plusieurs prismes moraux contradictoires, sachant qu'une mauvaise interprétation du code pouvait mener non seulement à sa propre mort, mais aussi à la destruction totale de sa lignée. Peut-on réellement comprendre aujourd'hui ce que signifiait porter pendant des décennies les images gravées à jamais de centaines de morts violentes? Les samouraïs vétérans développaient ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme un trouble de stress post-traumatique sévère, mais à une époque où de telles affections étaient interprétées comme une faiblesse spirituelle, punissable par le bannissement ou la mort rituelle. En ce temps-là, il n'existait aucun concept de santé mentale ou de thérapie psychologique. Un guerrier qui commençait à souffrir de cauchemars récurrents, de violents flashbacks ou de crises de panique était considéré comme possédé par des esprits paliques maléfiques ou simplement lâche. Le seul remède proposé consistait en un entraînement militaire encore plus intensif, une méditation forcée ou, dans les cas extrêmes, des exorcismes brutaux qui aboutissaient souvent à la mort du samouraï lui-même. Les symptômes se manifestaient de manière dévastatrice. Certains vétérans se réveillaient en pleine nuit, en criant et en attaquant violemment leurs propres épouses et enfants, les confondant avec des ennemis au milieu d'hallucinations vivantes, des batailles passées. L'odeur du sang dans une blessure mineure ou le simple bruit du métal suffisait à déclencher des épisodes psychotiques où le samouraï revivait mentalement des massacres entiers, allant parfois jusqu'à se mutiler pour tenter d'échapper à ses ennemis imaginaires. Plus troublant encore était de voir d'anciens chefs respectés se transformer peu à peu en ombres hantées d'eux-mêmes. Ils parlaient seuls, tenant des conversations avec des compagnons morts depuis longtemps. Ils développaient des phobies incapacitantes. Certains ne pouvaient plus brandir une épée, d'autres entraient dans une panique incontrôlable à la vue de leur propre reflet dans une surface polie, l'associant au visage des ennemis qu'ils avaient tués. Les familles de ces vétérans vivaient dans une terreur constante, ignorant toujours quand le patriarche subirait une nouvelle crise. Des enfants grandissaient traumatisés, voyant leur père héroïque se transformer en figure imprévisible et violente. Les documents de l'époque rapportent que de nombreuses épouses de samouraïs vétérans se donnaient la mort, incapables de supporter la cohabitation avec des hommes devenus des étrangers dangereux dans leur propre foyer. La société n'offrait alors que deux options à ces guerriers mentalement brisés: feindre la normalité jusqu'à obtenir une mort honorable au combat ou accepter le seppuku comme moyen de purifier la honte de leur état mental dégradé. Il n'existait ni soutien, ni compréhension, ni traitement, seulement l'attente cruelle qu'ils continuent à fonctionner comme des machines de guerre jusqu'à la fin de leur vie misérable. Croyez-vous que vous pourriez rester immobile pendant des heures entières, les jambes repliées dans une position qui coupe la circulation sanguine,
La méditation zazen n'était pas une pratique spirituelle facultative pour le samouraï, c'était une obligation douloureuse qui commençait avant même le lever du soleil. Nos ancêtres étaient contraints de s'asseoir en seiza, les genoux pressés contre le sol froid en bois, tandis que la douleur remontait le long des jambes comme de petites poignées de couteau. Le sang circulait mal, provoquant cette sensation atroce de picotement qui se transformait en pure agonie. Après les 20 premières minutes, il était interdit de bouger, même lorsque les muscles hurlaient pour un soulagement. Le maître zen observait chaque mouvement, chaque soupir, tout signe d'inconfort était interprété comme une faiblesse spirituelle. Il fallait maintenir une posture parfaite, tandis que la colonne vertébrale brûlait et que les hanches se contractaient involontairement. Les mains, placées dans une position précise, tremblaient sous l'effort de rester immobile. Durant ces séances interminables, le samouraï affrontait non seulement la douleur physique, mais aussi la torture mentale de ses propres pensées. Incapable de bouger ou de parler, l'esprit se retournait contre lui-même. Les souvenirs de batailles sanglantes se mêlaient à la peur constante de la mort. Le silence absolu amplifiait chaque battement de cœur, chaque respiration forcée. Alors qu'aujourd'hui, nous pratiquons la méditation quelques minutes sur des coussins confortables, ces guerriers passaient parfois jusqu'à 3 heures dans cette position, souvent l'estomac vide. La faim s'ajoutait à la douleur, créant une expérience qui testait les limites mêmes de la résistance humaine. Beaucoup s'évanouissaient, mais cela signifiait seulement recommencer le supplice le lendemain. L'ironie cruelle était que cette pratique, censée mener à la paix intérieure, engendrait souvent encore plus d'anxiété et de souffrance mentale. Ce qui nous amène à nous demander comment pouvait-on préserver sa santé mentale au milieu de tant de couches de tourments physiques et psychologiques. Pensez-vous pouvoir supporter de plonger dans des eaux troubles où des dizaines de corps sales s'étaient déjà baignés? Les bains publics de l'époque des samouraïs étaient un véritable chaudron de maladies, mais la tradition imposait à chacun de participer à ce rituel de purification. L'eau chaude des sources naturelles semblait accueillante au premier abord, mais elle portait l'odeur âcre de corps non lavés depuis des semaines. Le liquide, teinté de jaune et de brun, était parsemé de particules que personne ne voulait identifier. Cheveux, peau morte et autres débris organiques formaient une couche répugnante à la surface. L'individu devait entrer dans cette eau contaminée complètement nu, exposant chaque plaie ouverte ou irritation cutanée. Les bactéries et parasites trouvaient un chemin facile à travers les petites coupures causées par les armures ou l'entraînement à l'épée. Il était impossible d'éviter d'avaler de petites quantités de cette eau infectée en s'immergeant. La température brûlante masquait temporairement l'inconfort, mais irritait davantage une peau déjà meurtrie par l'exposition constante au soleil et au vent. Les champignons prospéraient dans cet environnement chaud et humide, surtout entre les orteils et dans l'aine. Les infections cutanées se propageaient rapidement d'une personne à l'autre par contact avec les pierres glissantes. Pire encore, il fallait rester dans l'eau assez longtemps pour montrer son respect envers la tradition. Quitter le bain trop tôt était vu comme un affront, pouvant entraîner de sévères sanctions. Le samouraï restait donc prisonnier de cet environnement toxique, sentant sa peau absorber des agents pathogènes qui provoqueraient des mangeaisons, cloques et plaies ouvertes dans les jours suivants. Après le bain, il n'y avait pas de serviettes propres, seulement des linges utilisés par tous les baigneurs précédents. On s'essuyait avec ces tissus humides gorgés de bactéries, complétant ainsi le cycle de contamination qui transformait les jours à venir en un véritable cauchemar d'irritation et d'infection cutanée. Imaginez vous réveiller avec le cuir chevelu brûlant de démangeaisons, sachant que des centaines de petits parasites se nourrissent de votre sang. L'hygiène capillaire de l'époque des samouraïs était pratiquement inexistante, transformant chaque mèche en autoroute pour poux, puces et acariens. Les coiffures traditionnelles, en particulier le fameux chonmage, exigeaient que les cheveux restent sans lavage pendant des semaines. La pommade utilisée pour maintenir la coiffure en place était composée de graisse animale rance,
mélangée à des huiles qui attiraient les insectes. Cette substance collante accumulait saleté, sueur et débris, créant l'environnement idéal pour la prolifération des parasites. On ressentait constamment de petites morsures sur le cuir chevelu, mais il était interdit de se gratter en public sous peine de perdre sa dignité. Les ongles, gardés courts, liés pour manier les armes, peinaient à atteindre les zones les plus irritées. Lors des cérémonies formelles, le samouraï devait rester droit et impassible, tandis que les parasites circulaient librement entre les mèches grasses. Les barbes étaient encore pires. Les poils faciaux plus longs abritaient non seulement des poux, mais aussi des restes de nourriture en décomposition. Une odeur aigre émanait en permanence du visage, mais se raser avec les lames émoussées de l'époque provoquait des coupures profondes qui s'infectaient rapidement. Il fallait choisir entre une puanteur insoutenable ou des plaies purulentes au visage. Pendant les batailles, la sueur se mélangeait à la pommade et à la crasse, formant une pâte nauséabonde qui coulait dans les yeux. La vision se troublait, rendant le combat plus difficile, mais s'arrêter pour se nettoyer le visage signifiait la mort assurée. Le guerrier se battait littéralement à l'aveugle, tandis que des insectes le mordaient à la tête en plein affrontement. Les traitements disponibles étaient primitifs et douloureux. Brûler les cheveux avec des braises ou frotter des cendres volcaniques sur le cuir chevelu. Ces solutions provoquaient souvent des brûlures et cicatrices permanentes, mais restaient préférables à la torture constante des parasites se multipliant sans contrôle. Que ressentiriez-vous en affrontant des typhons dévastateurs, protégés seulement par des parois de papier et de bois qui tremblent à chaque rafale? Les habitations de l'époque des samouraïs offraient une protection presque nulle contre les forces de la nature, transformant chaque tempête en une épreuve traumatisante qui mettait à l'épreuve les limites de la résistance humaine. Le premier signe du danger venait du grincement sinistre de la charpente en bois. Les planches du sol commençaient à se déplacer sous les pieds, tandis que les cloisons de papier se déchiraient sous la force du vent. Il était impossible de trouver un coin véritablement sûr lorsque toute la construction oscillait comme un navire pris dans la tempête. La pluie s'infiltrait par chaque interstice, transformant l'intérieur de la maison en un bourbier glissant. Les tuiles de céramique s'arrachaient et volaient comme des projectiles mortels, se brisant contre les murs voisins dans un vacarme rivalisant avec celui du tonnerre. Le samouraï devait protéger sa famille tandis que sa propre demeure se désintégrait autour de lui. La température chutait brutalement pendant ces tempêtes, mais aucun système de chauffage efficace n'existait. Les habitants se serraient dans une seule pièce, grelottant, tandis que l'eau glacée ruisselait le long des parois, les vêtements détrempés. Pourriez-vous supporter la douleur lancinante de dents qui se désagrègent dans votre bouche en sachant qu'aucun soulagement n'est possible? La santé bucco-dentaire des samouraïs était un cauchemar constant, avec des caries avancées, une gingivite sévère et des abcès qui transformaient chaque repas en une torture insupportable. Le régime riche en riz fermenté et aliments sucrés créait l'environnement parfait pour les bactéries destructrices de l'émail dentaire. Les sucres s'accumulaient entre les dents, nourrissant des colonies de microbes qui produisaient des acides corrosifs. On pouvait littéralement sentir les dents se dissoudre de l'intérieur vers l'extérieur, un processus lent et agonisant. La laine devenait si fétide que les autres reculaient instinctivement lors des conversations. L'odeur putride de la chair en décomposition dans la bouche était impossible à masquer. Pendant les cérémonies officielles, le samouraï devait tenir de longues conversations tout en essayant de respirer par la bouche sans offenser les présents avec cette odeur nauséabonde. Les gencives saignaient constamment, teintant la salive de rouge. Chaque morsure provoquait une douleur atroce qui irradiait dans la mâchoire et remontait jusqu'aux tempes. Mastiquer devenait impossible, forçant la personne à avaler de gros morceaux de nourriture qui causaient des troubles digestifs supplémentaires. Les abcès étaient-ils peut-être l'aspect le plus horrible de cette condition? Des poches de puces se formaient à la racine des dents, créant une pression interne qui semblait vouloir exploser le crâne. Le samouraï se réveillait au milieu de la nuit avec des douleurs si intenses que des larmes coulaient
involontairement sur son visage. Les traitements disponibles étaient de primitifs et brutaux. Arracher les dents avec des pinces sans stérilisation ni anesthésie. Beaucoup de guerriers mouraient d'infections généralisées après ces extractions. L'alternative consistait à vivre avec une douleur constante qui affectait la concentration lors des combats et pouvait faire la différence entre la vie et la mort au combat. Ceux qui perdaient beaucoup de dents devenaient incapables de parler clairement, compromettant leur capacité à diriger des troupes ou à participer à des négociations importantes. La détérioration buccale n'était pas seulement une question de santé, c'était un chemin direct vers l'oubli social et militaire. Croyez-vous que la sensation de faim constante était le moindre des problèmes? La réalité était que l'estomac de tout samouraï abritait une véritable colonie d'envahisseurs microscopiques. À cette époque, il était possible de sentir quelque chose se déplacer dans l'abdomen, une sensation perturbante qui accompagnait chaque repas. Les vers intestinaux n'étaient pas seulement une gêne, ils étaient des compagnons permanents, des ascaris longs comme de petits serpents se disputaient chaque nutriment arrivant dans le système digestif. L'individu se réveillait avec des coliques coupantes comme des couteaux, tandis que des parasites de la taille de verre se nourrissaient directement des aliments consommés. Les documents médicaux de l'époque indiquent que pratiquement tous les guerriers cohabitaient avec au moins 3 types différents de vers. Le ténia, l'ascaris et l'ankylostome transformaient chaque repas en une bataille interne. La personne sentait son estomac gonfler après avoir mangé du riz, non par satiété, mais parce que les parasites disputaient férocement chaque grain. Par conséquent, la malnutrition chronique était inévitable. Même en consommant une quantité adéquate de nourriture, le corps dépérissait lentement. Les muscles perdaient de la masse, la peau prenait une pâleur maladive et l'énergie nécessaire au combat disparaissait simplement. De plus, les vers provoquaient des hémorragies internes constantes. Le sang dans les selles devenait une routine, mais le traitement médical ne consistait qu'à prier les dieux, alors qu'aujourd'hui nous éliminons ces parasites avec de simples médicaments. À cette époque, les gens mouraient lentement, consumés de l'intérieur. En outre, certains parasites migraient dans tout le corps, créant des abcès douloureux qui traversent la peau. Imaginez sentir quelque chose se déplacer sous l'épiderme, créant des bosses visibles qui parcouraient les bras et les jambes comme des serpents sous-cutanés. Il est devenu évident que cette condition affectait drastiquement la capacité militaire. Un guerrier affaibli par les parasites ne pouvait pas manier correctement la katana. La coordination motrice compromise transformait chaque combat en une condamnation presque certaine à mort. Pouvez-vous imaginer le désespoir de vous réveiller chaque jour avec une douleur lancinante traversant le crâne? Il se trouve que les infections de l'oreille représentaient l'une des tortures les plus constantes dans la vie des samouraïs. À cette époque, l'hygiène auriculaire était pratiquement inexistante, créant des conditions idéales pour des bactéries mortelles. L'eau sale des bains communautaires pénétrait dans les oreilles lors des rituels obligatoires de purification. Par conséquent, des infections sévères se développaient rapidement, provoquant des douleurs, irradiant sur tout un côté de la tête. Le pus jaunâtre coulait constamment, créant une odeur putride qui éloignait même les compagnons les plus proches. Les archives historiques indiquent que de nombreux guerriers perdaient une audition partielle ou totale avant l'âge de 30 ans. La surdité n'était pas seulement un handicap, c'était une condamnation à mort au combat. Quiconque ne pouvait entendre les pas de l'ennemi ou les ordres de bataille était voué à l'extermination. De plus, certaines infections auriculaires évoluaient en méningite, une maladie fatale sans traitement antibiotique. La personne souffrait de fièvre très élevée, de convulsions incontrôlables et de délire durant plusieurs jours. L'esprit se fragmentait complètement avant la mort inévitable. Parallèlement, des vers infestaient aussi les conduits auditifs. De petits insectes déposaient leurs larves dans la cire accumulée, créant des colonies qui se nourrissaient que des tissus internes. L'individu ressentait un mouvement constant dans la tête, sensation qui menait beaucoup à la folie complète. Cependant, perforer le tympan était une solution courante pour drainer le pus, utilisant des instruments
sales, et sans connaissance anatomique, les samouraïs détruisaient eux-mêmes leur capacité auditive de façon permanente. Le résultat était une surdité totale et une douleur chronique persistante jusqu'à la mort. Il devint clair que cette condition compromettait totalement l'efficacité militaire. Un guerrier sourd et souffrant de douleurs constantes à la tête ne pouvait pas se concentrer sur des stratégies complexes ni détecter les menaces approchant silencieusement. Pouvez-vous imaginer que les organes mêmes responsables de la continuité de la lignée se transforment en source d'agonie constante? La vérité est que les maladies vénériennes dévastaient irréversiblement les systèmes reproducteurs des samouraïs. Dans ce contexte, la syphilis et la gonorrhée n'étaient pas de simples infections, elles étaient des sentences de torture perpétuelle. Les ulcères génitaux commençaient comme de petites blessures, mais évoluaient en cratères ouverts qui ne cicatrisaient jamais. Le tissu nécrosé dégageait une odeur nauséabonde qui imprégnait les sous-vêtements. Le moindre mouvement provoquait une douleur atroce, transformant de simples marches en épreuves insupportables. Les documents médicaux de l'époque révèlent que 70% des guerriers développaient une forme de maladie sexuelle avant l'âge de 25 ans. La gonorrhée provoquait des écoulements purulents qui brûlaient comme de l'acide lors de la miction. Uriner devenait une expérience traumatisante que beaucoup repoussaient jusqu'à la limite de la capacité de la vessie. Pire encore, la syphilis avancée attaquait le système nerveux central, provoquant une démence progressive et une paralysie. L'esprit se désintégrait lentement, tandis que le corps restait conscient du processus. Certains guerriers perdaient complètement le contrôle des muscles faciaux, bavant constamment comme des enfants. Simultanément, des infections secondaires créaient des abcès internes qui éclataient sans prévenir. Du pus infecté s'écoulait par l'urètre, provoquant des douleurs qui faisaient hurler des hommes aguerris comme des bêtes blessées. L'odeur de l'infection devenait si intense qu'elle était détectable à distance. Par conséquent, l'impuissance sexuelle était inévitable. Même les mariages arrangés devenaient impossibles à consommer physiquement. La lignée familiale, obsession centrale de la culture samouraï, s'achevait alors dans l'agonie et l'humiliation. Il devint évident que les guerriers, dans ces conditions, ne pouvaient ni monter à cheval correctement, ni porter des armures lourdes. La douleur constante dans les organes génitaux compromettait tout mouvement physique exigeant, transformant les batailles en massacres unilatéraux. Imaginez ceci, des blessures qui refusent catégoriquement de guérir, créant des portes permanentes pour des infections mortelles. À cette époque, chaque coupure ou perforation se transformait en une ulcère chronique qui s'approfondissait progressivement. Il était impossible d'échapper à la réalité que le propre corps devenait un ennemi. On pouvait alors voir des guerriers avec des plaies ouvertes depuis des mois, certaines si profondes qu'elles exposaient ce os, ses tendons. La chair autour se nécrosait lentement, formant des bords noirs qui dégageaient l'odeur caractéristique de la mort. Les mouches déposaient leurs œufs directement sur les tissus exposés, générant des larves qui se nourrissaient de chair vivante. L'absence totale de connaissances en antisepsie signifiait que chaque blessure se contaminait immédiatement. Terre, sueur, urine et excréments pénétraient dans les lésions ouvertes, provoquant des infections polymicrobiennes impossibles à combattre. Le système immunitaire s'épuisait à tenter de contrôler de multiples invasions bactériennes simultanées. Les registres militaires indiquent que 40% des pertes en combat résultaient non pas des blessures initiales, mais des infections secondaires survenant des semaines plus tard. Une coupure superficielle au bras évoluait en gangrène qui consumait tout le membre. L'amputation sans anesthésie devenait la seule option pour éviter la mort par septicémie. De plus, certaines plaies développaient des communications internes dangereuses. Des perforations abdominales créaient des passages entre les intestins et la peau,
permettant aux excréments de s'évacuer directement à travers la paroi abdominale. L'individu pourrissait littéralement vivant tout en restant conscient. Encore pire, les blessures aux articulations étaient particulièrement dévastatrices. Les infections osseuses détruisaient cartilage et ligaments, rendant les membres complètement inutilisables. Genoux et coudes se transformaient en sacs de pus, provoquant des douleurs insupportables à chaque mouvement. Il était évident que les guerriers dans ces conditions devenaient de plus en plus vulnérables à chaque combat suivant. Les anciennes blessures compromettaient mobilité et force, garantissant de nouvelles blessures qui perpétuaient le cycle de dégradation jusqu'à la mort inévitable. Peux-tu imaginer la sensation de milliers de petits envahisseurs dévorant constamment la surface de ton corps? La réalité était que poux, puces et tiques transformaient la peau des samouraïs en véritable champ de bataille microscopique. Dans ces conditions, se gratter devenait une compulsion incontrôlable, laissant des marques sanglantes sur tout le corps. Les poux se reproduisaient de façon exponentielle dans le cuir chevelu et les poils pubiens. On pouvait voir les lentes collées aux cheveux comme de petites perles blanches, chacune représentant une future génération de parasites. L'individu ressentait un mouvement constant dans la tête, une sensation provoquant insomnie chronique et anxiété extrême. Par conséquent, creuser le cuir chevelu avec des ongles sales causait des plaies infectées qui ne cicatrisaient jamais. Le pus jaunâtre se mêlait au sang coagulé, formant des croûtes attirant encore plus d'insectes. Le cycle se perpétuait indéfiniment, transformant la tête en une masse blessée et putride. Des documents de l'époque indiquent à Kokinoshi que certains samouraïs allaient jusqu'à brûler leurs propres cheveux pour éliminer les poux. Toutefois, cela ne causait que de graves brûlures du cuir chevelu, créant des plaies ouvertes qui s'infectaient avec des bactéries mortelles. Le Krobaded remède se révélait pire que l'infestation initiale. Parallèlement, les puces transmettaient des maladies dévastatrices comme la peste bubonique. Chaque piqûre représentait une sentence de mort potentielle. La personne développait de fortes fièvres, des gonflements douloureux aux aisselles et à l'aine, ainsi que des délires précédant une agonie prolongée. De plus, les tiques se fixaient dans des zones inaccessibles du corps, suçant le sang jusqu'à atteindre la taille de petits raisins. Les retirer incorrectement laissait des parties de la tête du parasite enfouies dans la peau, causant des infections locales évoluant en abcès profonds. Il devint évident que les démangeaisons constantes compromettaient totalement la concentration nécessaire au combat. Un guerrier incapable de s'arrêter de se gratter pendant une bataille était assurément condamné à mourir aux mains de l'ennemi. Il se trouve que pendant les saisons les plus rigoureuses, le manque de nourriture n'était pas seulement une possibilité, c'était une certitude mathématique qui frappait même les guerriers les plus respectés. Dans ce Japon féodal, lorsque l'hiver s'étendait au-delà du prévu ou que les pluies détruisaient les récoltes, toute personne dépendant des rations militaires découvrait rapidement que la hiérarchie ne protégeait personne de la faim dévastatrice. L'estomac contracté commençait à faire mal de façon constante après le 3e jour sans un repas adéquat. Cette sensation de vide dans l'abdomen se transformait en une douleur pénétrante, irradiant jusque dans le dos, tandis que la salive devenait épaisse et amère. La personne sentait son propre corps commencer à consommer les muscles qu'elle avait tant entraînés dans une autophagie silencieuse et implacable. Nos réserves de graisse, aujourd'hui considérées comme un problème esthétique, représentaient littéralement la différence entre la vie et la mort. Alors qu'aujourd'hui, nous nous plaignons de sauter un repas, ces guerriers pouvaient passer des semaines entières en ne survivant qu'avec des racines amères, de l'écorce d'arbres bouillis et de l'eau sale des ruisseaux proches des camps militaires. La détérioration physique était terriblement rapide. En quelques jours, la peau devenait jaune et tendue sur des os proéminents. Les dents commençaient à se ramollir à cause du manque de nutriments essentiels et des taches sombres apparaissaient sous les yeux creux. Le corps, désespéré d'énergie, commençait à dégrader les protéines musculaires, transformant des guerriers autrefois imposants
en squelettes ambulants couverts d'armures qui ne leur allaient plus. Des documents historiques de l'époque Kamakura rapportent que durant l'hiver rigoureux de 1231, environ 40% des samouraïs d'une garnison spécifique sont morts non pas au combat, mais de complète inanition. L'horreur de cette réalité résidait dans le fait que même les guerriers de haut rang n'avaient aucune garantie de survie quand la nourriture manquait simplement. De plus, les hallucinations causées par la famine extrême commençaient à affecter le jugement militaire, créant un cercle vicieux où de mauvaises décisions entraînaient davantage de pertes et une diminution des ressources disponibles. Peut-on imaginer ce que signifiait vivre constamment, entouré de milliers de rongeurs, affamés et malades, dans ces châteaux japonais apparemment majestueux? Les structures en bois formaient un labyrinthe parfait pour d'immenses colonies de rats qui se multipliaient sans contrôle, transformant chaque lieu en un cauchemar fait de bruits nocturnes, d'odeurs putrides et de contamination constante. La nuit, il était impossible de trouver le silence. Le bruit des petites griffes courant sur les poutres en bois au-dessus de la tête se mêlait aux cris stridents des disputes territoriales et au son inquiétant des dents rongeant sans cesse la structure du château. Toute tentative de sommeil était interrompue par la sensation de petites pattes courant sur le corps, les cheveux ou le visage découvert. La nourriture entreposée devenait un champ de bataille. Les grains de riz étaient contaminés par l'urine et les excréments des rongeurs, formant une pâte répugnante, dégageant une odeur âcre et pénétrante. Même soigneusement séparée, la nourriture restante portait des parasites et des bactéries mortelles, provoquant dysenterie sévère, fièvre, typhoïde et autres maladies qui tuaient lentement par des douleurs abdominales atroces. Les rats ne se limitaient-ils pas à la nourriture? Tissus, cuir des armures, cordages et même documents importants étaient régulièrement détruits. Il était courant de se réveiller pour découvrir qu'une partie des vêtements avait été rongée durant la nuit, laissant des trous irréguliers compromettant à la fois la protection et la dignité du guerrier. Le cuir des sandales était particulièrement vulnérable, forçant les samouraïs à marcher avec un équipement détérioré. Les études archéologiques des ruines de châteaux de l'époque révèlent que certaines structures abritaient des populations de rongeurs pouvant facilement atteindre 10 000 individus. Ces rongeurs portaient des puces infectées par la peste bubonique, une maladie qui décima des populations entières en quelques semaines. La personne contractant la peste développait des gonflements douloureux, des ganglions lymphatiques, de fortes fièvres et des taches noires, sur la peau, indiquant une nécrose des tissus. La mort était quasiment assurée et extrêmement douloureuse. Peux-tu imaginer rester éveillé pendant plusieurs jours d'affilée, surveillant constamment des ennemis pouvant surgir à tout instant? Pendant les périodes de guerre, les samouraïs étaient obligés de maintenir des veilles qui duraient 72 heures ou plus, créant un état d'épuisement mental si sévère que la commençait à se déformer de manière terrifiante. Après 48 heures sans sommeil adéquat, le cerveau commençait à produire des hallucinations vives. Des ombres se transformaient en ninjas attaquants. Des branches d'arbres agitées par le vent devenaient des lances ennemies et les sons ordinaires de la nature étaient interprétés comme des signaux d'embuscades imminentes. La personne perdait progressivement la capacité de distinguer les menaces réelles des imaginaires. Maintenant, le corps en état d'alerte maximale pendant des périodes dévastatrices. La détérioration physique accompagnait l'effondrement mental. Les yeux devenaient rouges et larmoyants, avec des paupières enflées qui brûlaient constamment. La vision se brouillait, devenait double, compliquant l'identification précise des mouvements à distance. Des tremblements involontaires des mains compromettaient la capacité à manier les armes avec précision, tandis que la coordination motrice se détériorait progressivement. Nos nuits d'insomnie occasionnelle semblent insignifiantes comparées à cette torture systématique. Aujourd'hui, après une mauvaise nuit, on peut prendre un café et se reposer le lendemain. Ces guerriers devaient garder des réflexes de combat parfaits, même lorsque leur cerveau fonctionnait comme sous l'effet de drogues hallucinogènes. L'aspect le plus cruel était que s'endormir pendant une veille
entraînait des punitions extrêmes, y compris le seppuku forcé pour trahison envers les compagnons. Les archives militaires de l'époque Muromachi documentent des cas de samouraïs ayant développé des psychoses permanentes après de longues veilles, perdant complètement la santé mentale et étant abandonnés par leur famille pour comportements erratiques et violents. Le manque chronique de sommeil créait un cercle vicieux où la capacité de jugement détériorée menait à plus d'erreurs, plus de punitions et des périodes encore plus longues de veille forcée. Découvrez comment les armures, censées protéger, se transformaient progressivement en instruments de torture physique constante. Dans ce Japon médiéval, l'équipement militaire n'était pas remplacé régulièrement comme aujourd'hui. Une armure devait durer des décennies entières, quel que soit son état de délabrement, créant des situations où la protection devenait plus dangereuse que bénéfique. Le métal des armures rouillait implacablement à cause de l'humidité constante et du manque d'entretien approprié. Cette rouille n'était pas seulement cosmétique, elle créait des pointes et des bavures tranchantes qui coupaient la peau sous l'équipement à chaque mouvement. Lors de longues marches, ces petites blessures se multipliaient et s'infectaient, créant des ulcères douloureux qui n'avaient aucune chance de guérir correctement. Les sangles en cuir qui maintenaient les pièces en place pourrissaient et se déchiraient, provoquant le détachement de parties cruciales de l'armure aux moments les plus critiques. Il était courant qu'une pièce de protection de la poitrine glisse pendant le combat, laissant des organes vitaux exposés justement quand ils avaient le plus besoin de protection. Le cuir détérioré développait aussi des champignons provoquant de sévères irritations cutanées et des infections persistantes. Toute personne portant ces armures pendant de longues périodes développait des déformations physiques permanentes. Le poids mal réparti à cause des sangles cassées forçait des postures anormales qui engendraient des douleurs chroniques dans la colonne vertébrale, des épaules déboîtées et une atrophie musculaire dans des zones spécifiques. Les points de pression créaient des corps douloureux qui se transformaient parfois en plaies ouvertes permanentes. Les analyses d'armures conservées de l'époque montrent que beaucoup contenaient des fragments de peau humaine incrustés dans le métal corrodé, preuve des blessures constantes causées par l'équipement détérioré. Pendant les combats prolongés, le sang des plaies internes se mêlait à la rouille, créant une pâte acide qui corrodait encore plus le métal et la peau. Au-delà de l'inconfort physique, le guerrier savait que sa protection se désagrégeait littéralement avec le temps, générant une anxiété constante quant à sa survie lors des combats à venir. Réfléchissez à la manière dont les rituels spirituels se transformaient en séances de torture physique testant les limites de la résistance humaine. Pendant les mois d'hiver japonais, les samouraïs étaient contraints de participer à des cérémonies de purification impliquant une immersion complète dans une eau proche de la congélation pour des périodes pouvant durer des heures entières. La première sensation en entrant dans l'eau glacée était un choc absolu. Le corps réagissait instinctivement en tentant de sortir, mais la discipline exigeait la permanence. En quelques minutes, la douleur devenait atroce. C'était comme si des milliers d'aiguilles perçaient simultanément chaque centimètre de peau exposée. La respiration devenait irrégulière et haletante, tandis que les muscles se contractaient violemment en spasmes incontrôlables. Après 20 minutes d'immersion, l'hypothermie commençait à affecter le fonctionnement cérébral. La personne perdait progressivement la capacité de formuler des pensées cohérentes, tandis que la vision devenait floue et l'audition diminuait drastiquement. Les doigts, des mains et des pieds perdaient complètement leur sensibilité, devenant violets et enflés à cause de la mauvaise circulation sanguine. Nos douches froides matinales paraissaient banales comparées à cette torture rituelle, alors qu'aujourd'hui nous pouvons régler la température de l'eau à notre convenance. Ces guerriers devaient supporter des températures qui menaçaient littéralement leur vie comme démonstration de pureté spirituelle et de force mentale. L'aspect le plus dangereux était que sortir de l'eau n'apportait pas de soulagement immédiat. Le processus de réchauffement était agonisant, avec des douleurs intenses
parcourant tout le corps à mesure que la circulation sanguine revenait progressivement. Souvent, les guerriers développaient des engelures aux doigts et aux oreilles qui évoluaient en plaies ouvertes et infectées. Les documents médicaux de l'époque rapportent de nombreux décès causés par ces cérémonies, y compris des crises cardiaques provoquées par le choc thermique et des pneumonies sévères résultant d'une exposition prolongée. Ceux qui survivaient développaient fréquemment une arthrite précoce et des troubles respiratoires chroniques qui les accompagnaient durant leur vie déjà raccourcie. Considérez un instant l'agonie silencieuse qui commençait chaque matin au pied d'un samouraï, alors qu'aujourd'hui nous choisissons parmi des dizaines d'options confortables, des chaussures anatomiques et des matériaux respirants. Ces guerriers affrontaient une torture quotidienne dès l'instant où ils enfilèrent leur jeta en bois. Le son creux du bois frappant le sol à chaque pas résonnait comme un rappel constant de la souffrance à venir. Les sandales traditionnelles surélevées, obligatoires pour maintenir le statut social, forçaient les pieds dans une position non naturelle. Les lanières de cuir brut, durcies par l'usage constant et l'humidité, coupèrent profondément entre les doigts, créant des blessures qui n'avaient jamais la chance de guérir complètement. Pendant les longues marches militaires qui pouvaient durer des semaines à travers des terrains irréguliers, la douleur aux pieds devenait un compagnon constant. À chaque kilomètre parcouru, des ampoules se formaient et éclataient, laissant la chair à vif exposée au frottement implacable. Le sang collait aux lanières de cuir, formant une croûte douloureuse qui déchirait de nouveau la peau à chaque mouvement. Les statistiques de l'époque révèlent que les infections des pieds représentaient environ 30% des pertes non militaires chez les samouraïs en campagne. L'absence de chaussettes appropriées signifiait un contact direct de la peau avec des matériaux rugueux et non hygiéniques. Les champignons proliféraient dans l'humidité constante créée par la sueur et l'impossibilité de bien sécher les pieds durant les marches. Pire encore, l'étiquette samouraï interdisait toute manifestation d'inconfort physique. Boiter ou montrer une douleur aux pieds était considéré comme une faiblesse inacceptable pour un guerrier. Ainsi, il parcourait à Hymre des kilomètres en portant des équipements lourds, gardant une posture droite et une expression impassible, tout en luttant intérieurement contre une douleur lancinante qui montait dans les jambes à chaque pas sur ces plateformes en bois devenues instruments de torture quotidienne. Imagine que chaque crime ou transgression soit marqué de manière permanente sur ta peau pour que tous puissent le voir. Pour les samouraïs tombés en disgrâce, c'était une réalité terrifiante qui les poursuivait jusqu'à la mort. Le système japonais médiéval des tatouages punitifs n'épargnait même pas la classe guerrière la plus respectée lorsqu'elle violait les codes de conduite. À cette époque, il était possible d'identifier immédiatement un samouraï ayant commis un déshonneur, rien qu'en observant ses mains et ses bras. Les marques étaient appliquées avec des aiguilles en bambou trempées dans une encre noire faite de suie et d'huile qui pénétrait profondément la peau. Le processus, effectué sans aucune anesthésie, pouvait durer des heures, tandis que des symboles spécifiques étaient y gravés à jamais dans la chair. La douleur physique n'était que le début de la torture. Chaque symbole tatoué portait une signification précise. Des lignes horizontales indiquaient la lâcheté au combat, des cercles représentaient la désobéissance envers le seigneur féodal et des motifs plus complexes révélaient des crimes comme la désertion ou la trahison. Une fois marqué, le samouraï devenait un paria social permanent, reconnu instantanément par quiconque savait lire ces symboles de honte. Durant la période Kamakura, les archives montrent qu'environ 15% des samouraïs portaient un tatouage punitif. Ces marques ne détruisaient pas seulement la réputation, mais limitaient aussi drastiquement les opportunités d'emploi, de mariage et même d'hébergement dans les auberges. Il était courant que les samouraïs marqués soient expulsés de leur propre famille, contraints à errer comme des ronins rejetés par la société.
L'aspect le plus cruel de ces tatouages était leur permanence absolue. Il n'existait pas de méthode sûre pour les enlever et toute tentative de dissimulation était considérée comme un crime supplémentaire. Ainsi, un moment de faiblesse ou une erreur de jugement se transformait en une condamnation perpétuelle, visible de tous ceux qui croisaient le chemin du guerrier déchu, lui rappelant constamment sa honte et son isolement social irréversible. La vérité sur les besoins physiologiques lors des combats prolongés révèle un aspect nauséabond de la vie des samouraïs, rarement évoqué dans les récits héroïques. Lorsque les batailles s'étendaient marquées sur des jours, voire des semaines, le corps humain ne suspendait pas ses fonctions naturelles, créant des situations d'extrême dégradation physique et psychologique. Pendant le siège d'Osaka, qui dura plusieurs mois, des récits décrivent des samouraïs incapables de quitter leur position pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. L'armure complexe, qui pouvait prendre jusqu'à 1 heure à être complètement retirée puis remise, rendait impossible la gestion rapide des urgences corporelles. Par conséquent, de nombreux guerriers étaient contraints de déféquer et d'uriner dans leurs propres vêtements de combat. La situation en devenait encore plus désespérée lors des batailles navales, où l'espace était extrêmement restreint et aucune intimité n'était possible. À bord des navires de guerre surchargés, des centaines de samouraïs partageaient des espaces exigus pendant des semaines, créant des conditions sanitaires qui se détérioraient rapidement au-delà de tout standard acceptable d'hygiène humaine. L'odeur pénétrante d'urine et d'excréments mêlés à la sueur, au sang et au vomissement faisait partie intégrante de l'expérience du combat. Ces effluves s'imprégnaient durablement dans les armures de cuir et de tissu, formant une signature olfactive répugnante qui accompagnait les guerriers même après la fin des conflits. Il était courant que les épouses et les familles reconnaissent les samouraïs revenant de la guerre simplement à cause de cette odeur caractéristique. Les archives médicales de l'époque indiquent que les infections urinaires et intestinales étaient épidémiques chez les guerriers après de longues campagnes. L'exposition prolongée à leurs propres déchets causait des irritations sévères, des infections fongiques et, dans des cas extrêmes, une gangrène des zones génitales et anales. Paradoxalement, la discipline samouraï exigeait que ces guerriers gardent une totale contenance, tout en affrontant cette dégradation physique absolue, transformant chaque bataille en une guerre contre leur propre humanité. Il s'avère que la conservation des aliments à l'époque des samouraïs était si primitive qu'elle garantissait pratiquement la présence constante de parasites dans les repas quotidiens, alors qu'aujourd'hui, nous disposons de la réfrigération, de la pasteurisation et de contrôles sanitaires stricts. Ces guerriers menaient une lutte permanente contre les vers, les larves et autres organismes qui transformaient chaque repas en une roulette russe gastronomique. Le riz, aliment de base des samouraïs, était souvent stocké dans des conditions favorisant la prolifération des charançons et de leurs larves. Il n'était pas rare de trouver de petits vers blancs se mouvant entre les grains cuits, surtout lors de campagnes militaires prolongées où les provisions restaient stockées pendant des mois dans des environnements chauds et humides. Les protéines posaient un problème encore plus grave. Le poisson séché, principale source de protéines pour les samouraïs en déplacement, était infesté de mouches qui déposaient leurs œufs sur la viande exposée. Pendant le processus de séchage, les larves grandissaient à l'intérieur des filets, créant une texture spongieuse et une saveur putride reconnaissable entre toutes. Retirer tous les vers était pratiquement impossible, surtout lorsque la faim était extrême lors de sièges ou de marches forcées. Les documents de l'époque Muromachi rapportent que les symptômes d'infestation parasitaire, douleurs abdominales sévères, diarrhée sanglante et perte de poids drastique étaient considérés comme normaux chez la classe guerrière. On estime que plus de 80% des samouraïs hébergeaient simultanément au moins 3 types différents de parasites intestinaux, certains pouvant atteindre plusieurs mètres de long dans le tube digestif. L'aspect le plus troublant était l'acceptation résignée de cette réalité. Manger des vers vivants n'était pas perçu comme une urgence, mais comme une part normale de l'expérience alimentaire.
Les samouraïs développaient des techniques pour mâcher rapidement et avaler sans trop examiner ce qu'ils consommaient, dans une tentative psychologique de minimiser le dégoût qui accompagnait inévitablement chaque repas infesté de créatures rampantes. Imagine la douleur la plus profonde que tu aies jamais ressentie pour la perte d'un être cher, puis multiplie cette angoisse par des mois de rituels obligatoires qui empêchent tout processus naturel de guérison émotionnelle. Pour les samouraïs, la mort d'un seigneur féodal ou d'un membre important de la famille déclenchait un cycle de deuil si extrême et prolongé qu'il menait souvent à la détérioration mentale complète des personnes concernées. Les rituels de deuil samouraï exigeaient un isolement total pendant des périodes pouvant durer jusqu'à 2 années complètes. Pendant ce temps, le endeuillé était confiné dans une petite cabane construite spécialement à cet effet, sans contact avec le monde extérieur, sauf pour recevoir une ration de nourriture de base une fois par jour. La solitude forcée, combinée à la douleur de la perte, créait les conditions parfaites pour le développement d'une dépression sévère et d'autres troubles mentaux. La privation physique durant le deuil était tout aussi brutale. Il était interdit de couper les cheveux, la barbe ou les ongles, qui poussaient de manière sauvage, créant une apparence bestiale. Les bains étaient proscrits, permettant à la saleté et aux odeurs corporelles de s'accumuler pendant des mois. Le régime alimentaire se composait exclusivement de riz blanc et d'eau, causant une malnutrition sévère, qui affaiblissait encore plus la résistance mentale du endeuillé. Peut-être l'aspect le plus cruel était-il l'interdiction absolue de toute expression de joie ou même de soulagement. Sourire, chanter ou manifester le moindre signe d'amélioration émotionnelle était considéré comme une grave offense à la mémoire du défunt. Des archives de la période Edo témoignent de cas de samouraïs ayant développé une paralysie faciale permanente à force de maintenir des expressions de tristesse sur des périodes aussi prolongées. La fin de la période de deuil révélait souvent des individus complètement transformés, physiquement dévastés, mentalement fragmentés et socialement incapables de réintégrer la vie normale. Paradoxalement, cette torture auto-imposée était vue comme la démonstration suprême de loyauté et d'honneur, créant un cercle vicieux où la souffrance extrême n'était pas seulement acceptée, mais activement recherchée comme preuve de la vertu samouraï.